Était-il venu chasser du juif? Pire, était-il venu casser du juif? En Russie, dans la région du Daghestan, région musulmane, Jade Partouche, plusieurs dizaines d'hommes ont envahi le tarmac et le terminal d'un aéroport parce qu'ils cherchaient les passagers en provenance de Tel Aviv. De Tel Aviv, exactement. C'est dans cet aéroport de Makhatchkala, dans la capitale du Daghestan, qu'une centaine d'hommes sont entrés pour chercher des juifs. Effectivement, comment ils ont su? Alors en fait, ils ont eu vent de l'atterrissage d'un avion en provenance de Tel Aviv, un avion qui a atterri à 19h heure locale, donc 17h heure de Paris, qui n'était qu'en escale puisqu'il était censé redécoller 2 heures plus tard vers Moscou. Des hommes sont donc venus chercher des passagers de cet avion, se sont d'abord rassemblés devant le terminal de l'aéroport pour vérifier tous les passeports à la recherche de citoyens israéliens. Écoutez. Я не знаю узбекский, я просто... Я родился уже в Смоленске. Парни, что мимо нас не прошли! А? Еще здесь наебать решил, что ли? Паспорт у меня! Решение будет. Куда? Alors ils ont ensuite défoncé les portes du terminal pour s'introduire justement sur le tarmac à la recherche de l'avion. Le commandant de bord a eu le bon réflexe de demander bien sûr aux passagers de rester à l'intérieur. Les portes sont restées scellées. Je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si ça n'avait pas été le cas. Selon le ministère de la Santé du Daghestan, 9 policiers ont été blessés et au moins 60 personnes interpellées sur les 150 personnes qui sont entrées à l'intérieur de l'aéroport. On ne sait pas si l'avion a pu redécoller. On sait en revanche que l'aéroport restera fermé jusqu'à demain matin, contrairement à ce qu'on avait entendu au début, qui devait rester fermé jusqu'au 6 novembre. Réaction dans la foulée du moufti suprême du Daghestan, Ahmad Afendi, qui a appelé à sa manière les habitants à rester au calme. Écoutez. Quant aux actes d'aujourd'hui, bien sûr, je vous le dis sincèrement, vous vous trompez. Cette question ne peut être résolue de cette manière. Nous comprenons parfaitement votre indignation. Nous la percevons très douloureusement. Mais il n'en reste pas moins que l'avion vole ici depuis Israël avec des Israéliens et qu'il n'y a aucun moyen de fermer cette route. Vous ne l'interdirez pas avec ces actions. Alors de son côté, Israël a bien sûr appelé la Russie à protéger tous les citoyens israéliens et tous les juifs et s'est dit particulièrement inquiet de toutes ces tentatives d'attaquer les juifs à travers le monde. Washington a également condamné les incidents en affirmant se tenir aux côtés de l'ensemble de la communauté juive, en attestant bien sûr une montée de l'antisémitisme. Plus tôt dans la journée, des émeutes ont éclaté près de l'aéroport et depuis quelques jours en Russie, il y a ce genre de manifestation qui a lieu avec ces phrases qui sont scandées. Ouais, effectivement, on va voir avec nos invités dans un instant tout ce que ces images peuvent nous dire, parce que c'est vrai que ces images sur le tarmac, elles sont extrêmement choquantes, mais il faut quand même bien rappeler que le Daghestan, en Russie, c'est un petit peu un État dans l'État. C'est des Russes, mais pas complètement. Oui, on vous a déjà parlé de la Tchétchénie de nombreuses fois. C'est sensiblement la même chose, le Daghestan. Ça fait partie de ces 22 républiques fédérées qui composent la Russie. On est dans le Caucase Nord. Sur les 3 millions d'habitants qu'il y a au Daghestan, il y a 85% de musulmans. Et il faut le préciser, il y a une toute petite communauté de juifs qui sont présents depuis des siècles. Le Daghestan, c'est une région agricole extrêmement pauvre et qui souffre depuis longtemps d'un climat d'extrême violence, d'une grande instabilité également, qui est financé quasiment totalement, bien sûr, par Vladimir Poutine, qui joue à un jeu extrêmement trouble avec tous les extrémistes de cette région. En Tchétchénie, les habitants se sont pliés au régime du Kremlin. C'est absolument pas le cas au Daghestan, qui a exprimé sa volonté quand même de rester un petit peu à l'écart, notamment de la guerre en Ukraine. Malgré tout, Poutine joue à ce jeu dangereux et se sert des extrémistes présents au Daghestan. Merci beaucoup, Jade. Rina Bastiste, votre réaction quand vous voyez ces images s'en prendre directement à des Juifs, des Israéliens, juste parce qu'ils le sont? Quel est votre sentiment par rapport à ça? Vous sentez quelque chose qui monte dans le monde entier, ce genre de comportement? Et il y a en fait deux choses. C'est ce qu'on a attendu que M. Poutine joue un jeu qui est très dangereux, bien sûr, parce qu'il a fait plusieurs déclarations qui, en fait, n'a pas complètement condamné Hamas. Il s'est arrangé plutôt dans l'autre camp. Et bien sûr, après, c'est impossible à dire
qu'il ne faut pas prendre une certaine responsabilité à ce qui se passe, même si Daghestan, c'est peut-être pas exactement son premier terrain politique, si on peut dire ça. Mais si on regarde de façon plus générale, bien sûr, la montée d'antisémitisme en Europe, et même aux États-Unis et dans d'autres régions, comme en Russie, est en train de monter de façon absolument exponentielle. C'est très préoccupant. J'ai attendu, il y a quelques jours, de hauts fonctionnaires américains qui m'ont dit, pendant des années, on est venu en Europe pour discuter cette montée d'antisémitisme. Et toujours, on a dit, comment on peut vous aider, comment on peut lutter ensemble. Maintenant, disent les Américains, c'est aussi chez nous. Donc, ce problème qui était peut-être plus caché dans certains endroits du monde, ça monte maintenant, ça explose, et je crains que ça va qu'empirer avec les jours à venir. Thierry Volton, on sait que cette province est musulmane à grande majorité. On sait aussi quelles sont leurs aspirations, leurs convictions. Mais malgré tout, là, on est sur un acte gratuit qui n'a plus rien à voir avec la défense simplement du monde musulman. On est quand même sur la volonté de s'en prendre à des juifs. Cette région-là est excessivement explosive par rapport au conflit qui nous occupe, compte tenu de la population musulmane. Mais il n'y a pas que le Daghestan. Il faut savoir qu'on va parler de la Tchétchénie peut-être tout à l'heure, mais tout l'arc turcophone et toute l'Asie centrale, ce qu'on appelle l'arc turcophone, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, etc., sont à majorité musulmane. Et donc, c'est un foyer éventuellement d'agitation, j'entends bien, par rapport à cette guerre. Ce qui est intéressant, c'est de dire comment le régime russe a exploité un peu ça. Le cas de la Tchétchénie est très très intéressant, parce qu'il y avait une lutte nationale d'indépendance en Tchétchénie dans les années fin des années 2000, 1990, je veux dire, et dans les années 2000, Poutine a utilisé les islamistes qui sont au pouvoir, Kadyrov, pour lutter contre cette indépendance nationaliste. Et donc finalement, ce qui est en Tchétchénie aujourd'hui, c'est un pur régime islamiste. Hein. Et alors je fais un petit parallèle qui est un peu osé, mais que je pense qui est assez utile à comprendre pour comprendre la situation à Gaza, j'entends, puisqu'on par les critiques qui sont données à Netanyahou, on dit souvent, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais je pense que c'est quand même sans doute assez vrai, qu'il a instrumentalisé un tout petit peu, je ne dis pas forcément totalement, le Hamas pour lutter contre les Palestiniens, l'OLP, disons l'ancienne OLP, l'autorité palestinienne, pour justement favoriser un foyer anti-islamiste. Alors, pourquoi ? Ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi cette instrumentalisation éventuelle. Parce que par rapport à une revendication nationaliste, mettre en place une revendication religieuse est plus facile à lutter, pas forcément au niveau de celui contre qui on lutte, mais par rapport à la communauté internationale, parce qu'évidemment l'islamisme est condamné par la communauté internationale, donc si on dit on lutte contre l'islamisme, on a l'appui. C'est exactement ce qu'a cherché Poutine. Alors, excusez-moi, mais Poutine, dans sa guerre en Tchétchénie, on n'a absolument pas parlé du drame de la Tchétchénie, il y a eu 200 000 morts quand même, tout ça parce qu'il luttait contre disons, des islamistes en utilisant des islamistes, voilà. C'est ça que je voulais souligner, parce que c'est important comme parallèle à mon avis. Gallagher Fenwick, on a vu les images, on va les voir d'ailleurs, les images du chef du gouvernement local qui s'est rendu sur place, sur cet aéroport, après cet incident, si j'ose qualifier ça d'incident. Il est parti, dit-il, inspecter le tarmac. Ce même gouvernement local a appelé les émeutiers à cesser leurs actes illégaux, donc jusque-là tout va bien, sauf qu'après il a dit il ne faut pas céder aux provocations pendant le bombardement de Gaza. Donc en fait, être juif et atterrir quelque part sur le sol de Russie, c'est une provocation. Non, en fait, si vous voulez, c'est pas n'importe quel territoire. Hein. Le Daghestan, ça a été rappelé, c'est une république à majorité musulmane. C'est la république qui a fourni le plus grand contingent djihadiste russophone à l'organisation État islamique pendant la guerre en civil. De 900 à 1000 combattants sur une population d'à peu près 3 millions. C'est un territoire sur lequel l'organisation État islamique, alors en l'occurrence là c'était plutôt des combattants affiliés à Al-Qaïda et qui se sont renommés Émirats du Caucase et qui justement passaient de la Tchétchénie au Daghestan. Et donc il y a un islamisme radical au Daghestan. Et la première chose dont ces responsables politiques et sécuritaires locaux ont peur, c'est la réactivation de ces cellules qui vont se servir effectivement de cette cause, l'instrumentaliser pour grossir à nouveau leur rang et déstabiliser le pouvoir en place. Maintenant, quand on arrive en 2023, il ne faut pas oublier aussi ce que c'est que la Fédération de Russie.
terre de sang et de pogrom. Et qu'est-ce qu'on voit ressurgir? C'est le 19e siècle, c'est le juif chassé, et comme vous l'avez dit, pourchassé parce que juif, et ça c'est extrêmement inquiétant. Et donc il ne faut pas regarder, si vous voulez, ce drame comme une espèce de manifestation de quelque chose de bizarre ou d'absurde qui se passe loin. C'est un vrai marqueur. Oui, voilà. Et c'est une réalité qu'il faut non seulement craindre, mais combattre activement. Et c'est pour ça que c'est important quand vous avez le moufti du Daghestan qui prend la parole de manière bien plus raisonnable que ce gouverneur que vous avez cité, en appelant les fidèles à ne pas se tromper et à ne pas faire de confusion. Et donc, on a besoin effectivement de ces paroles-là émanant de figures politiques, bien sûr, mais religieuses aussi. Général Norlin. Oui, moi, il y a deux choses c'est d'abord les répercussions mondiales du conflit actuel. C'est-à-dire qu'on assiste vraiment à une onde de choc qui va tous nous concerner. C'est ce que vous disiez, c'est qu'il va y avoir des implications partout dans tous les pays du monde, et c'est vraiment caractéristique de toutes les crises actuelles. Bon, on a connu l'Ukraine, mais toutes les crises, c'est que maintenant il y a des répercussions mondiales. Tout le monde a dit la mondialisation c'est fini, le tragique de l'histoire, etc. On revient au bon classique de la guerre, du traité de Westphalie, de la guerre. Mais bon, la mondialisation, elle est là. On voit que ce conflit, qui autrefois on aurait dit c'est un conflit régional, maintenant est un conflit mondial. Ça a des répercussions mondiales. C'est la première chose. Et donc c'est vraiment très important. Et on ne sait pas encore jusqu'où va aller cet onde de choc. Quelle dimension, quelle ampleur ça va prendre, on ne sait pas encore. On n'est qu'au début de cette onde de choc. Et ensuite, le deuxième point, c'est que s'il s'agit de la Russie, là je parle sous le contrôle de Thierry Volton, notre grand spécialiste de la Russie, c'est que pour Poutine, il y a un danger avec cette affaire du Daghestan, c'est que il avait jusqu'à maintenant dit que les minorités, les questions des minorités, bon, tout ça a été réglé en Russie, que tout se passait très bien. On voit bien que là, il y a pour lui un danger énorme d'explosion de toutes ces républiques ou de ces territoires, qui ne sont pas vraiment des républiques, des territoires. Vous savez, le Daghestan, relisez le voyage d'Alexandre Dumas en Russie au 19e siècle. Il traverse le Daghestan et il dit c'est un pays de bandits. Et donc donc il y a déjà toute l'histoire du Caucase qui remonte depuis des siècles et des siècles. Et tout ça est très. Et donc je pense que pour la Russie et pour Vladimir Poutine, il y a un problème d'explosion de ces républiques où il y a des minorités, notamment musulmanes, qui sont très très fortes, très très implantées. Gallagher, un mot avant d'aller rejoindre Jérôme Garraud. Mais une chose qui me frappe, et je serais curieux d'entendre le raisonnement de Jérôme par rapport à ça, moi je ne crois pas à quelque chose de spontané. Si c'était une petite poignée de personnes, pourquoi pas? Là vous avez, si j'ai bien compris, des centaines de personnes, plusieurs 60 dizaines. Arrestations, des dizaines qui sont blessées, y compris dans les rangs de la police. Donc il y a un certain degré, si vous voulez, de coordination et d'organisation de cet événement, y compris le fait de savoir, alors le vol a été détourné, mais qu'un vol va atterrir. Donc il y a manifestement une personne, des personnes, une organisation qui est derrière. Je pense cela. Je ne vois pas, si vous voulez, des dizaines de personnes comme ça, spontanément, se précipiter sur cet aéroport sans coordination préalable. Justement, Jérôme Garraud, vous êtes notre correspondant à Moscou. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Le Kremlin, là, il est 11h14, je crois, en Russie. Le Kremlin a largement eu le temps de réagir. Est-ce qu'il l'a fait ? Non, alors déjà ces vidéos sidérantes que vous avez vues, que vous avez diffusées, que vous avez montrées sont largement diffusées ici en Russie, dans les médias mais surtout dans les réseaux sociaux, sur l'application Telegram, donc les gens sont au courant et pourtant le Kremlin pour l'instant n'a pas encore réagi, reste silencieux. Pour avoir une réaction, il faut plutôt se tourner des autorités locales qui communiquent et annoncent des poursuites. 60 personnes auraient été arrêtées. Dans cette République du Caucase, il faut savoir que les organisateurs d'une émeute risquent entre 8 et 15 ans de prison. Le chef de la République du Daghestan a annoncé qu'il avait honte de l'attaque de cet aéroport et il a carrément déclaré que cette tentative de déstabilisation, je cite, était organisée par des traîtres depuis l'étranger, depuis l'Ukraine. Ce qui est une explication, vous voyez, assez curieuse, qui n'est étayée par aucune preuve. Mais vous voyez avec cet épisode le climat qui règne en ce moment dans cette partie de la Russie, dans ce Caucase du Nord, et la manière dont les autorités semblent un petit peu dépassées.
Merci beaucoup Jérôme Guéraud. Comme quoi, effectivement, quand on est russe, attaquer l'Ukraine, c'est jamais bien loin. Thierry Volton. Oui, il ne faut pas peut-être se demander si, parce que tout à l'heure il a été dit que éventuellement cette déstabilisation, etc., pourrait être gênante pour Poutine. Je ne suis pas forcément convaincu. Il peut y avoir une instrumentalisation de Poutine de cet antisémitisme ou antisionisme, si on peut dire, parce que ça peut lui être utile. D'abord, il a choisi son camp. Soyons clairs, tout à l'heure, il a été dit qu'il n'était pas vraiment choisi son camp. Il a quand même reçu le Hamas. C'est ce que j'allais dire. La semaine dernière. Ouais. Je veux dire, ça veut dire que bon. En plus, il sait très bien que dans ce combat, si je puis dire, qui est mondial, comme il a été souligné, il y a évidemment la majorité, plutôt du côté, la grande majorité du monde, on l'a vu avec le vote à l'Assemblée générale de la semaine dernière, une grande majorité du monde condamne évidemment, en tout cas, l'attitude d'Israël. Et c'est un matériau très, très important et très inflammable pour le reste du monde. Et Poutine qui est en guerre contre l'Occident, parce qu'il ne faut pas oublier ça, qu'il est en guerre contre l'Occident, pour lui, c'est du pain béni quelque part. Et donc, il est clair qu'à mon avis, ces incidents là-dessus, je suis clair, je pense que il n'y a pas de Poutine derrière ces incidents qui viennent de se passer au Daghestan. Mais s'il y a d'autres incidents qui se passent dans cet arc turcophone dont j'ai parlé, on peut se demander la question si éventuellement il n'y aura pas une instrumentalisation par Poutine, ça peut lui servir. Gallagher. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu quand des attentats étaient commis sur le sol russe, un FSB qui, en l'espace de 4 heures, identifiait la personne, il y avait sa pièce d'identité, le parcours, la plaque minéralogique de la voiture, sont passés sur 10 ans. Là, tout est filmé, donc on va voir s'ils vont être tout aussi efficaces. Et puis surtout, rappelez-vous que vous êtes dans un pays où vous dites un mot sur la guerre ou sur Poutine, vous prenez 15 ans de prison. Donc si vous partez à la chasse aux Juifs, on va voir, ça va être un message très clair que les autorités vont pouvoir envoyer. Est-ce que vous condamnez aussi fermement et à de la prison ferme et sur combien de temps? Ou alors est-ce que vous êtes plus coulant? D'autant que, effectivement, la Russie s'est empressée de parler de l'Ukraine en disant l'Ukraine est forcément derrière tout ça. Regardez ce que dit justement Volodymyr Zelensky. Lui, il dit que ce qui s'est passé, c'est clairement typique d'un peuple raciste. Il dit il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais plutôt d'un élément de la culture russe répandu de haine envers les autres nations, propagé par la télévision d'État, les experts et les autorités. Et il ajoute également « L'antisémitisme russe et la haine envers les autres nations sont systémiques et profondément enracinés. La haine est le moteur de l'agression et de la terreur. Nous devons tous travailler ensemble pour nous opposer à la haine. » C'est vrai qu'en fait, ça vient en fait complètement casser, si j'ose dire, la rhétorique russe qui consistait à dire que l'Ukraine était une nation nazie. En vérité, là, celle qui a un problème avec les Juifs, c'est pas, alors je dis pas la Russie dans son ensemble, mais c'est en tout cas le Daghestan, très clairement. Oui, en fait, c'est une question qui ne revient pas d'aujourd'hui. Hein. On a vu ça presque depuis l'invasion russe en Ukraine, cette question de l'antisémitisme avec des accusations. Poutine dit que c'est les Ukrainiens qui sont des nazis. Et l'Ukraine dit mais c'est vous qui vous êtes dans les mauvais camps, etc. Et donc ces accusations sont pas nouveaux, mais bien sûr maintenant ils sont mises sur la table. Il faut dire que pendant des années, dans les relations entre Israël et la Russie, M. Poutine, quand même, a pris en considération cette grande communauté russe en Israël et aussi la grande communauté juive en Russie. C'était un élément important dans les relations dans les deux pays. Or là, depuis le 7 octobre, on voit que ces considérations sont jetées par la fenêtre, par Poutine, par le Kremlin. Et donc là, on est entré dans une autre phase où la question d'antisémitisme, soi-disant, joue plus dans les relations entre Israël et la Russie. On a vu cet incident. Je crois qu'on a vu aussi les manifestations. Je crois qu'il y aura, malheureusement, on peut s'attendre aux autres incidents de ce genre. Et l'ambassadeur de la Russie en Israël était convoqué hier soir par le ministère des Affaires étrangères. On a vu que pour l'instant, le Kremlin ne réagit pas. Il faudra voir comment M. Poutine prend ces choses dans les jours à venir. Est-ce qu'il va revenir sur cette politique d'ignorer la montée de l'antisémitisme? Je ne suis pas du tout sûre. Mais il est vrai que là, depuis quelque temps, on a bien vu que les relations entre Israël et la Russie, la bonne entente avait pris du plomb dans l'œil, ça c'est très clair. Mais du coup, l'Israël reproche à Poutine de continuer à parler au Hamas. Certains reprochent même à Poutine, imagine que Poutine était déjà au courant depuis plusieurs années, jusqu'à 2 ans de ce que préparait le Hamas. Du coup, mécaniquement, Israël a promis de se venger. Mais vous devez être très prudent, car laissez-moi vous dire que nous allons terminer cette guerre. Nous allons gagner parce que nous serons plus forts après cela. La Russie en paiera le prix. Croyez-moi, la Russie le paiera. La Russie paiera le prix. La Russie soutient les ennemis d'Israël. La Russie soutient les nazis qui veulent commettre un génocide sur terre. Et la Russie en paiera le prix. Maintenant, écoutez-moi bien.
Nous allons en finir avec ces nazis. Nous allons gagner cette guerre. Cela prendra le temps qu'il faudra, mais nous gagnerons cette guerre par la suite. Nous n'oublions pas ce que vous faites. Nous ne l'oublions pas. Nous viendrons. Nous ferons en sorte que l'Ukraine gagne. Nous ferons en sorte que vous payiez le prix de ce que vous avez fait. Thierry Volton, cet homme ne représente pas Israël, mais il est quand même à la tête du parti de Benyamin Netanyahou. Donc concrètement, ce qu'il promet là, c'est encore une fois un durcissement, une radicalisation dans les deux camps. On l'a bien vu, Russie, Israël. Ce qui est intéressant dans ce qui vient d'être dit, à mon avis, c'est que n'oublions pas que depuis le début du conflit en Ukraine, Israël a été excessivement prudent par rapport à ce conflit. Il n'a pas livré d'armes, il n'a même pas soutenu carrément l'Ukraine. C'est très ambigu, comme justement à cause des relations entre la Russie et l'Israël qui sont effectivement assez fortes à cette époque-là. Donc là, tout d'un coup, ils s'aperçoivent que parce que ils sont, c'est assez triste à constater qu'il suffit qu'ils soient attaqués eux-mêmes, et de fait, ils sont terriblement attaqués. Tout d'un coup, ils se réveillent en disant, avec l'Ukraine, nous allons vous faire payer cette guerre. Donc, c'est un réveil un peu tardif, personnellement, moi, qui m'intéresse beaucoup à cette guerre en Ukraine. Je trouve ça Israël n'a pas vraiment de leçon de soutien à la guerre ukrainienne à donner aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un petit jugement de valeur, je pourrais. Voilà. Général. Oui, c'est une affaire collatérale. Si vous voulez, on considère normalement que la guerre en Ukraine, ça n'a rien à voir avec la guerre, avec ce qui se passe à Gaza et en Israël. Mais comme je le disais, ça a des répercussions. On voit bien que maintenant, Poutine, pour lui, effectivement, c'est une aubaine. Ce qui se passe en Israël, c'est parce que, comme ça, on parle plus de l'Ukraine, mais on parle plus de l'Ukraine, il peut faire ce qu'il veut, il peut raconter ce qu'il veut, et donc pour lui, vraiment, et puis il se place, comme vous l'avez dit, fort justement de ce combat contre l'Occident. Ça lui donne, on l'a vu un peu aussi avec Erdogan, c'est que lui aussi se place dans ce combat. Donc vous voyez, il profite. Mais d'un autre côté, quand on écoute ce que vient de dire ce chef du parti politique de Netanyahou, qui à mon avis qui est un peu excessif, de temps en temps on pense en l'écoutant à ce que disait Medvedev ou vous savez les Russes de leur temps, il y a un côté excessif. Mais d'un autre côté, ce qu'il dit est aussi une aubaine pour Zelensky. Ça veut dire que les Israéliens changent complètement de bord et devraient maintenant soutenir massivement l'Ukraine. Je rappelle simplement que Zelensky n'a pas été reçu pour l'instant. Il a demandé, tout est début après le 7 octobre, il a demandé à venir. On lui a dit non, c'est pas le moment. Ils ont reçu énormément de gens en Israël. Pour l'instant, Zelensky est resté à la porte. C'est quand même assez significatif. Non, il y a un pays qu'il faut garder à l'esprit, qui est voisin d'Israël, c'est la Syrie, par lequel transitent des armes depuis l'Iran en direction du Sud-Liban et qui est régulièrement donc ciblé par Israël. Cette nuit, par exemple, les Israéliens ont frappé en territoire syrien. Il faut savoir que la Russie est le pays qui a grandement maintenu et aidé Bachar al-Assad à rester au pouvoir. Et Israël a beaucoup coordonné avec les militaires russes sur place, notamment afin que son aviation puisse aller cibler le Hezbollah, qui faisait transiter des missiles et des armes en direction. Et donc Benyamin Netanyahou ne voulait pas froisser le Russe afin de pouvoir bénéficier de cette capacité de frappe en territoire syrien. Mais j'ai envie de dire, c'est une erreur de jugement et d'appréciation supplémentaire dont Benyamin Netanyahou devra répondre. Ouais. C'est-à-dire que finalement, en étant ambigu sur le conflit russo-ukrainien, il a à nouveau, si vous voulez, dans une certaine mesure, choisi le mauvais côté de l'histoire. Et on voit, et ça a été rappelé à l'instant, que Zelensky, lui, il a clairement choisi son camp dans ce combat. Il l'a affiché et il l'a dit. Mais juste sur l'opposition Russie-Ukraine autour de la figure du juif avec un J majuscule, 15 millions d'Ukrainiens en mai 2019, ont élu un juif président de leur pays. Tous, 100%, savaient que Zelensky est juif. Il n'a jamais caché sa judéité. Et il est président d'un pays en guerre, agressé, et qui bénéficie d'un taux de soutien qui est supérieur à 90%. Ouais. Dans le pays voisin agresseur, la Russie, aujourd'hui en 2023, on chasse les juifs.